18 août 2020, 18 août 2021. Cela fait exactement un an que le régime d'Ibeka a été renversé à la faveur d'un coup de force militaire avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui président de la transition. Pour faire le point de la transition malienne, une année après le départ d'Ibeka, la rédaction de Mali Online a recueilli pour vous les impressions de quelques acteurs de la scène politique malienne. Dans la première partie de cette édition spéciale, nous avons choisi Ibrahima Ikassa Maïga, ministre de la Réforme de l'État, Issa Kaoudjim, membre du CNT, et Amadou Koïta, président du PS Yelenkoura. Quel bilan pouvez-vous faire du Mali d'après Ibeka? Le Mali était à la dérive sous le régime Ibeka. Les Maliens se sont ligués comme un seul homme pour y mettre fin. L'espoir est né le 18 août 2020 par l'intervention des forces du changement dans sa frange forces armées et de sécurité qui ont pris en main le destin du Mali en association bien sûr avec les autres forces qui étaient dans la rue depuis plus de 3 mois. Alors, l'espoir est né. Une phase de transition s'est ouverte. Nous savons que le changement est une œuvre difficile parce que ça commence par le changement de mentalité, le changement des réflexes, le changement des habitudes, ce qui n'était pas nécessairement donné d'avance. C'est pour cela le début de la transition a dû ramer fort à contre-courant de ce que voulait l'ensemble des populations maliennes. Et il y a eu une phase de rectification au mois de mai 2021 qui nous a menés à ce jour aujourd'hui. Depuis lors, il y a eu une prise en main justement de cette vision du changement à travers ce qu'on a appelé les 10 points, 17 mesures qui avaient été déjà posées par devant l'ancien président de la transition. Et aujourd'hui, ces 10 points, 17 mesures ont été allègrement traduites en programme d'action de gouvernement. Et sa mise en œuvre aujourd'hui a commencé. Et je pense qu'un an après, le Mali est lancé sur la voie du changement plus que jamais. Je pense que le 18 août 2020 est une date historique. C'est une fierté pour le peuple du Mali. Souvenez-vous que le peuple s'est soulevé dignement, démocratiquement, à travers la lutte du M5 que nous sommes, pour demander le départ du régime d'une façon républicaine pendant 3 mois. Cette lutte a été parachevée par le CNSP, porté par son leader, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. De notre point de vue, ce n'est pas un renversement, c'est une révolution, parce que c'est la volonté populaire qui a été portée par le M5 et parachevée par le CNSP, à sa tête, comme je viens de le dire, le président de transition, son Excellence, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Nous ne regrettons pas Ibeka, parce que Ibeka, c'est l'incarnation de la mauvaise gestion. En 2014 déjà, Ibeka parlait de lutte implacable contre la corruption. Ça a été l'année de toute la corruption. Et nous savons aussi que l'argent qui a été destiné à la montée en puissance de l'armée qu'on appelle communément la programmation militaire a été massivement détourné. Et les scandales des avions, les scandales des blindés pour certains à carton, l'argent de l'APECAM, tous les dossiers qui étaient pendants au pôle économique. Donc, et surtout la réélection d'une façon que je qualifierais de frauduleuse d'Ibeka à son 2e mandat. Donc, pour nous, Ibeka, c'est un non-événement dans le sens de parler de renversement. Non, je pense tout simplement que le peuple a tourné le dos et a tourné la page d'Ibrahim Boubacar Keïta parce qu'il a échoué. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est la gestion de cette transition. Et je reconnais avec vous que cette transition, à son début, c'était très difficile parce que le M5 état hétéroclite, des religieux, des politiques, des syndicats, des citoyens, tout le monde avait un seul mot d'ordre, c'était le départ de Ibeka. Alors, les gens se disent, après le départ de Ibeka, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un projet? Effectivement, on avait un projet. Le projet, c'est créer les conditions de refondation de l'État et créer aussi
des conditions de réconciliation sur la base de la vérité et la justice. Et malheureusement, je reconnais que les premiers à servir cette institution et cette transition à travers ces institutions, notamment l'ancien président de transition Bandao et l'ancien premier ministre Mokhtar Wan, ça a été une erreur, voire une faute. Et comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, quand l'imperturbable patriote Assimi Goïta a redressé la situation, que certains appellent le deuxième putsch, que je me porte à faux, et que c'était tout simplement, comme il a dit, que nous soutenons, entre le chaos et la cohésion, il a préféré la cohésion des forces armées de sécurité et de défense, entre l'instabilité et la stabilité, il a préféré la stabilité en essayant de donner un caractère inclusif à la gestion du gouvernement qui fait aujourd'hui que Choguel est à la tête de la primature. Parce que c'est la volonté d'Assimi de donner la primature au M5. Et un détail important, c'est le M5 qui a donné la primature à Choguel et non l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Donc, j'entends dire certains que Choguel ne peut pas être avec Assimi et contre Choguel. Je ne suis pas avec Assimi ou contre Choguel. Nous sommes avec le Mali. Vous l'avez dit, nous sommes à un an du coup d'État du 18 août 2020. Le coup d'État est un crime imprescriptible dans notre constitution. Nous nous sommes battus au Mali en mars 1991 pour l'avènement de la démocratie, pour que la souveraineté n'appartienne qu'au peuple, que la liberté d'expression, d'opinion soit, pour que les forces armées de sécurité qui ont pour mission essentielle de protéger les Maliens, d'assurer l'intégrité territoriale du Mali et la souveraineté du pays. Malheureusement, à la suite d'un mouvement insurrectionnel animé par des hommes et des femmes qui ont fait partie des démocrates de 91, malheureusement, qui depuis lors ont participé à plusieurs élections, notamment des élections présidentielles, et n'ont jamais eu la chance d'être investis par le peuple malien, puisque quand on fait le score de certains parmi eux, ça avoisine à peine les 10%. On était dans une situation extrêmement difficile, puisque notre pays aujourd'hui est victime des terroristes, comme je l'ai dit. Nous avons le monde chez nous aujourd'hui, la communauté internationale qui nous accompagne. Nous avons les forces étrangères, l'aménagement, nous avons Barkhane, nous avons nos forces armées qui se battent chaque jour que Dieu fait, puisque le combat contre le terrorisme n'est pas un combat facile. C'est ce moment qui a été choisi par certains hommes politiques d'envahir la rue, par certains hommes politiques d'instrumentaliser la colère, d'instrumentaliser la misère des Maliens, de faire de la propagande, du populisme, et toutes choses qui nous a amenés à ce coup d'État le 18 août 2020. Mais un an après, nous sommes au point de départ. Un an après, nous nous rendons compte que sur le plan sécuritaire, les Maliens souffrent. Un an après, sur le plan social, les Maliens souffrent. Un an après, sur le plan politique, il y a toujours aujourd'hui ces tiraillements. Et un an après, notre pays aujourd'hui est devenu la risée, puisque nous sommes suspendus de toutes les organisations à travers lesquelles la voix du Mali porte. Mais notre souhait était que ceux qui ont pris le pouvoir le 18 août, les premières déclarations du comité du CNSP, lues par le porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé, était de dire qu'ils ont été obligés d'intervenir, était de nous dire qu'ils ne sont pas intéressés par le pouvoir, qu'ils sont venus tout simplement pour essayer d'apporter la stabilité, essayer d'apporter la concorde et la cohésion, et qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils dans les jours à venir et organiser des élections dans un plus bref délai. La réalité est tout autre aujourd'hui. Le pouvoir est entre les mains des militaires et entre les mains de ceux qui ont pris la rue, le mouvement M5-RFI. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de réformes politiques, institutionnelles et de refondation. Quelles sont, selon vous, les réformes dont notre pays a besoin? Oui, c'est vrai, il faut aller à certaines réformes, notamment la réforme institutionnelle. Comme vous le savez, depuis l'avènement de la démocratie, tous les présidents qui se sont succédés ont souhaité réviser la Constitution du 25 février 1992. Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, qui a même créé à l'époque un cadre qu'on appelle CARI, piloté à l'époque par Daba Diawara, qui avait proposé un projet de révision constitutionnelle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, malheureusement, toutes ces réformes se sont heurtées à des obstacles. Aujourd'hui, il y a une nécessité qu'on se mette ensemble. Il y a une nécessité, à travers un consensus, un compromis, d'aller à une révision constitutionnelle
pour essayer de réactualiser notre constitution et pour essayer également de l'adapter à la situation actuelle. Mais aller loin jusqu'à nous parler de refondation du Mali, aller loin jusqu'à vouloir nous proposer des assises nationales, assises dont les résolutions et recommandations vont s'imposer au futur président de la République, je pense que quelque part, c'est aller à la théorie de la pensée unique. Nous estimons qu'au Mali, on a fait beaucoup de fora. Après les assises sur le Nord, après les États généraux sur la décentralisation, après également la conférence d'entente nationale, après le dialogue national inclusif où les Maliens se sont retrouvés partout, des cercles de régions, après à Bamako ici, DENI qui a été sanctionné par des résolutions et des recommandations, et après même le coup d'État, je crois que le CNSP a organisé des concertations nationales où la parole a été donnée au Mali de façon décentralisée et les Maliens se sont retrouvés pour adopter une charte. Donc pour nous aujourd'hui, il faut aller simplement à la mise en œuvre de cette charte et également à la résolution et recommandations du dialogue national inclusif, surtout le temps qui nous reste. Donc nous estimons aujourd'hui que l'essentiel aujourd'hui, c'est de nous mettre d'accord par rapport aux réformes à minima, notamment la modification par exemple de la loi électorale, et comment aller à une révision à minima également pour réforme institutionnelle, mais surtout créer les conditions pour qu'on puisse sortir de cette transition. Vous savez, je ne suis pas un politicien de 80 ans, ce qui fait que je me démarque. J'ai un style que certains disent c'est agaçant, mais d'autres aussi l'apprécient parce qu'au moins c'est direct et compréhensible. Il faut qu'on sorte de ce qui est admis chez nous. Il y a 4 types de politiques au Mali. La première, elle est bonne, mais il faut qu'elle trouve la masse critique, c'est une politique de conviction. Et l'escroquerie politique a montré ses limites, l'arnaque politique a montré ses limites, et l'opportunisme politique a montré ses limites. Aujourd'hui, si on me dit qu'il faut seulement aller aux élections, alors quoi a servi cette lutte du peuple malien qui a payé le plus cher des événements de 10, 11, 12 juillet où il y a eu des morts? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dire qu'allons seulement aux élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lutte n'avait pas de légitimité. La légitimité qu'on a dit au peuple, c'est de refonder l'État, que Ibeka gérait très mal l'État. Donc, nous avons compris que le problème était très profond. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, aller à des élections sans refonder l'État, trouver une nouvelle constitution, aller à la 4e République, c'est une escroquerie politique. Deuxièmement, on ne peut pas faire la paix sans la justice. Et la justice doit être la base de la réconciliation. Mais maintenant, si les élections veulent dire tout simplement qu'on légitime un régime, il y a un problème. Parce que les Maliens ne votent pas. Alors, vous avez vu, depuis quand le pays était normal, entre guillemets, vous n'avez jamais eu 2 millions de Maliens votés sur les 20 millions ou 22 millions. Et que cela ne tienne. Pour quelle finalité? Contestation, coup de force, violence. Donc pour nous, sans la refondation de l'État, ça veut dire qu'on a trahi la lutte du peuple malien à travers le M5 RFP que nous sommes. Il faut refonder tout le système étatique. Le système étatique tient à tous les aspects de notre vie nationale. Les aspects constitutionnels, les aspects institutionnels, les aspects électoraux, en passant par les aspects sécuritaires et défense, mais surtout la gouvernance des affaires publiques, la gouvernance électorale, mais il y a également la refondation des autres aspects des services sociaux de base, le système éducatif, le système de santé, le système des infrastructures, nos questions de décentralisation, les questions de réorganisation territoriale. Tous ces aspects sont concernés par les réformes à faire. Mais il y a également, au niveau infra, les citoyens qui doivent être revus dans sa façon de faire, dans sa conduite, mais aussi dans ses devoirs et dans ses droits. Tout cela doit être revu en même temps. Et c'est ce qu'on a appelé la refondation. Quand on envisage tous ces domaines de réforme de façon globale, de façon holistique, de sorte que, et c'est complète, on aura un nouveau système, un nouvel attelage qu'on va mettre en place de façon mesurée, de façon en priorisant les axes nécessaires pendant le reste de la transition et en planifiant la mise en œuvre de la suite avec les nouvelles autorités qui seront élues à l'issue de la transition.
Pensez-vous qu'on est en mesure de tenir des élections libres et transparentes dans le délai imparti? Pour nous, la transition a véritablement commencé avec la prise ou bien l'investiture de l'imperturbable patriote Assimi à la tête de l'État. Alors, il ne faut pas s'enliser dans la transition, ce n'est pas une bonne chose. Mais il ne faut pas bâcler aussi la transition. Donc, il ne faut pas, ce que Choguel veut faire, remplacer le format Mokhtar Owan et changer de nom. Le COS, il vient à son histoire d'assises nationales, quoi. Non, il faut un dialogue véritablement souverain. Je dis bien un dialogue souverain. Sous le leadership de l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Nous voulons une transition réussie. Nous avons des défis sécuritaires, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes sociaux, nous avons aussi besoin de réformes audacieuses. Alors le temps imparti, nous ne pouvons pas le faire d'une façon irréprochable. Alors que le peuple souverain du Mali propose quelque chose avec un chronogramme clair et avec aussi un gouvernement légitime à cet effet. Et avec un premier ministre compétent, impartial et loyal. On ne peut pas prendre un chef de parti qui a été traité de restaurateur, qui a été clivant, qui a été aussi porte-parole de IBK, qui avait dit à son temps, quand on était M5, que nous avons trahi d'aller avec Assimi, que les colonels sont incompétents, que le CNT est illégitime et illégal, et qu'aujourd'hui viennent nous tenir des langages cosmétiques. Et vous pensez que tous les partis politiques vont laisser Choguel nous amener dans l'impasse? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, je pense que Choguel a échoué et qu'il accepte son échec et vraiment de partir. Parce qu'il ne peut pas faire des élections transparentes et crédibles, c'est tout. Oui, les axes prioritaires de la transition, c'est d'abord la sécurité. Ensuite, les réformes nécessaires de l'État et l'organisation d'élections crédibles, transparentes et acceptées par tous, avec bien sûr une gouvernance vertueuse qui permet justement de faire des économies et faire face à la demande sociale. Maintenant, les élections, oui, nous sommes résolument lancés vers ces élections, vers la tenue à bonne date, dans les délais impartis de la transition, bien sûr. N'oublions pas que l'une des 17 mesures du M5 RFE, c'est justement le respect de ce délai. Donc, nous y croyons. Maintenant, il s'agit juste d'aller vers l'essentiel. L'essentiel étant que l'ensemble du peuple malien est d'accord de mettre en place un organe unique de gestion des élections. C'est acté par tous. Maintenant, il n'y avait pas de volonté politique d'y aller. Aujourd'hui, cette volonté politique, elle est surabondante. Elle existe. Et elle ne demande qu'à être justement mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous avons planifié de trouver un consensus politique national autour de cette question et de la démarche pour relire la loi électorale et mettre en place l'organe unique de gestion des élections au niveau national, au niveau régional, au niveau des cercles et des communes et au niveau des ambassades et consulats. Quand cela est fait, le dernier challenge reste un fichier électoral crédible. Et là, de façon consensuelle, l'audit en sera fait et on aura un fichier à jour avec l'enrôlement biométrique des nouveaux majeurs et des Maliens non enrôlés qui se trouvent à l'intérieur comme dans les pays de l'extérieur. C'est cela le challenge qu'il faudra faire et je pense que nous avons les coudes franchis aujourd'hui pour y aller. Bien sûr, nous avons une tradition d'élection quand même. Je crois que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, nous avons tenu des élections. Nous pouvons les améliorer, nous devons les améliorer. La démocratie, c'est un processus qu'on corrige au fur et à mesure. Nous pensons aujourd'hui que pour être en harmonie avec nous-mêmes, nous devons créer toutes les conditions à aller à ces élections. Voilà pourquoi nous avons créé un cadre qui s'appelle Cadre d'échange pour une transition réussie. Avec beaucoup de partis politiques, des groupements politiques, nous avons décidé de nous mettre ensemble autour du Mali, de nous mettre ensemble autour de l'essentiel, de nous mettre ensemble pour échanger et demander aux autorités de la transition de créer des conditions pour le retour de confiance entre les acteurs politiques et travailler de telle manière que ces 6 mois qui nous restent, qu'on puisse les maximaliser. Puisque l'une des missions de la transition, c'est de créer les conditions pour le retour à l'ordre constitutionnel,
assurer la mission régalienne de l'État, la continuité de l'État, et organiser des élections, donner la parole au peuple pour que le peuple puisse s'exprimer. Puisque les autorités ne doivent être que l'émanation du peuple malien. La légalité tire sa source de la légitimité. Aujourd'hui, ceux qui sont là, on ne les a pas élus. Le président de la transition n'a pas été élu. Il est venu par les armes. Le Premier ministre n'est pas issu d'une majorité. Il est venu par la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble, nous nous retrouvions, nous nous mettions d'accord et nous adoptons un chronogramme détaillé en allant aux élections générales. Nous estimons qu'aujourd'hui, le calendrier qui avait été publié il y a quelques mois par le ministre de l'Administration territoriale n'est plus tenable, puisque ce calendrier part de la vision constitutionnelle, part des élections communales, part des élections régionales, des élections législatives, des élections présidentielles. À 6 mois, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Mettons-nous autour de la table. Et pour nous, l'essentiel, c'est d'aller d'abord à l'élection présidentielle. Et si le temps nous permet, si nous nous mettons d'accord également, c'est d'aller également aux élections législatives. Ces 2 élections générales vont quand même amorcer les retours à l'ordre constitutionnel pour que nous soyons dans le giron des concerts de la nation, des nations plutôt. Ou à défaut, êtes-vous favorable à une prorogation de la durée de la transition malienne? Cette question de durée de la transition et de délai est un engagement international de l'État du Mali qui tient justement à le respecter. Ça c'est une donnée claire, nette. Nous sommes d'accord? Ça se trouve ainsi dans la charte de la transition, mais aussi c'est ce qui a été réaffirmé. Et les actions prioritaires qui ont été planifiées l'ont été en fonction de cela. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles pour qu'on assure la sécurité sur l'ensemble du territoire national, pour qu'on puisse redéployer l'administration et les services sociaux de base, pour que les déplacés et les réfugiés puissent regagner leur foyer, se faire enlever et participer au débat national. Okay. À travers les assises nationales de la refondation, bien sûr, mais également participer au processus électoral pour le choix de nos futurs dirigeants. Ça aussi, c'est un fait. Donc, ça veut dire que l'État malien est en train de mettre tout en œuvre pour y parvenir, bien sûr, avec l'appui et l'assistance donc de nos partenaires techniques et financiers. Mais sinon, ce délai, nous le tenons tel que prévu et nous avons planifié les choses dans ce cadre-là. Moi, je pense que nous avons décidé que cette transition durera 18 mois. Nous avons pris cet engagement sur le peuple malien de façon souveraine, à travers les concertations nationales, le délai qui a été consigné dans la charte de la transition. Nous sommes dans une communauté. Nous avons échangé, puisque nous sommes membres de la CEDEAO. Nous avons échangé avec nos pairs de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est ce délai qui a été maintenu. Et rien ne justifie aujourd'hui aller à une prolongation. Absolument rien. Et si c'était le cas, des hommes et des femmes à qui on a confié le pays pendant 18 mois, pour simplement nous faire sortir d'une transition, pour simplement organiser des élections transparentes et crédibles, de redonner la parole au peuple, puisque la souveraineté n'appartient qu'au peuple malien, comme le stipule l'article 26 de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple malien tout entier, qui l'exerce à travers ses représentants ou par voie référendaire. Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc s'ils sont incapables de le faire, et s'il y a prolongation, est-ce que c'est à eux qu'on a encore confié le pays? Je crois que tout ça va nous amener dans une autre situation. Voilà pourquoi nous disons les 6 mois à venir, essayons de maximiser plutôt ces 6 mois, mettons-nous ensemble, sortons des calendriers personnels, sortons des schémas personnels. Vous savez, mon problème n'est pas une question de prorogation ou de maintien des élections. C'est le contenu qui intéresse le peuple malien. Les Maliens ne sont pas sortis pour parler d'élections. Les Maliens sont sortis parce que le pays était mal géré. Est-ce qu'aujourd'hui, on a amélioré la gestion de ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, on a créé des conditions institutionnelles et politiques pour que le Mali puisse aller à une bonne gouvernance? Je pense que tout le monde peut apprécier que non. Est-ce qu'aujourd'hui, le Malien qui se voit massacré à longueur de journée dans les contrées lointaines, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons pu arrêter ces massacres? Non. Alors, si tout cela est vrai, demandez l'avis du peuple malien. Est-ce que l'avis du peuple malien, c'est prorogé ou pas prorogé? Le peuple n'a pas, ce n'est pas le problème du peuple. Le problème du peuple aujourd'hui, c'est refonder l'État pour protéger les populations. C'est réformer l'État pour qu'il y ait la justice sociale. C'est refonder l'État pour que les élections ne se transforment pas
à des récupérations ou bien à des hold-up politiques. C'est le problème des Maliens, c'est de donner des perspectives aux jeunes pour qu'ils puissent trouver de l'emploi sur la base de bonne gouvernance. La simple chose qui ne demande même pas de moyens, qui n'est qu'une volonté politique, jusque-là n'a pas été fait. C'est d'auditer toutes les gestions des 7 ans du régime de IBK, à tous les niveaux, et de faire un contrôle physique pour savoir combien de fonctionnaires nous avons, pour quand même récupérer beaucoup de milliards. Enfin, que suggérez-vous aux plus hautes autorités de notre pays afin de mener la transition malienne à bon port? J'ai suivi le discours du président de la transition qui prône l'inclusivité, le consensus, le compromis. Donc j'invite les autorités de la transition à aller vers ça. Ce pays nous appartient tous. Donnons-nous la main. Retrouvons-nous tous autour de notre mère patrie. Ce pays a tant souffert. Est-ce que vous savez aujourd'hui que 70% des territoires maliens échappent à notre contrôle? Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'à Ségou, à part la capitale régionale et quelques chefs-lieux et les chefs-lieux de cercle, tous les arrondissements, tous les villages sont sous contrôle des forces djihadistes, terroristes? Est-ce que savez-vous aujourd'hui à Mopti, à part le chef-lieu régional de cercles et de la capitale, tous les cercles, tous les arrondissements, tous les villages sont sous le contrôle aujourd'hui des forces terroristes, ainsi au nord. Donc retrouvons-nous. Et surtout, nous sommes à un moment dans un monde, un village planétaire. Ce qui s'est passé en Afghanistan doit aujourd'hui nous donner tous à réfléchir. Je l'ai évoqué, que nous avons le monde chez nous ici, la communauté internationale, les forces Barkhane, l'aménagement, mais qui ne sont pas appelés à rester éternellement chez nous. Nous devons nous préparer demain. C'est dire qu'ils peuvent aller même demain. Elles peuvent plutôt aller même demain. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de travailler pour avoir une armée bien équipée, une armée professionnelle, des forces armées de sécurité capables de défendre le Mali, capables de sécuriser les Maliens et les Maliennes, et faire en sorte également que nous ayons raison de ces forces terroristes, de comprendre que le seul ennemi que nous avons, ce sont ces terroristes. Nous, Maliens, donnons la main, disons-nous, travaillons pour que nous puissions léguer un Mali où il fait bon à vivre aux futures générations. Cela ne peut pas se faire que dans l'entente. Cela ne peut pas se faire que dans le rassemblement. Cela ne peut pas se faire que dans l'unité. Cela ne peut pas se faire que dans la cohésion. Sortons des schémas personnels. Mettons le Mali au-dessus de nous tous. Vous savez, le bon port, c'est de sauver le Mali. Nous avons un défi, ça c'est la sécurité. Notre pays aujourd'hui, pratiquement, nous le savons tous, sur le 2/3, l'État ne contrôle pas le territoire. C'est la priorité, c'est le souci de tous les Maliens. Et surtout les événements lointains, alors doivent nous montrer qu'on ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Il faut que la question de sécurité soit vraiment le problème de tout le peuple malien, bien que c'est l'armée, mais que Dieu nous en garde, si l'armée décroche, mais vous et moi, nous ne serons pas là. Comprenons ça, que ça doit être le souci numéro 1 de tous les Maliens. Sans la sécurité, on ne peut pas avoir la paix. Et sans la paix, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de bonne gouvernance. Donc la priorité absolue qui était dans la charte et qui doit rester dans la charte, c'est la sécurité du pays et les personnes, leurs biens. C'est le préalable à tout. Et s'il y a un compromis, ce compromis-là doit être inclusif. Ça ne doit pas être vraiment une question de primature ou de la présidence ou du CNT. Ça doit être vraiment une question du peuple malien. Et donc, ce que je peux dire pour finir, je crois que tous, derrière le leadership de l'imperturbable patriote Assimi Goïta, pour une raison simple, ce n'est pas un culte de personne. Vous savez, toutes les forces sont partisanes. Toutes les forces. Seule l'armée est apolitique. Et l'armée est au service du peuple. Ce n'est pas une institution qu'on peut dissoudre. Donc cette institution incarne l'unité du pays. Et donc cette institution aujourd'hui est portée par le leadership d'Assimi, qui est un jeune officier brillant, qui ne traîne pas de casseroles, et que tout le monde est d'accord que, qu'on l'aime ou pas, sa seule logique, c'est de sauver le pays. Donc si les politiques, la société civile, les forces vives de la nation font union sacrée autour de sa personnalité pour l'aider à réussir la transition. La transition, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. Si nous arrivons à assurer la sécurité du pays à un niveau acceptable, si nous arrivons à nous réconcilier avec l'État en créant des conditions de réforme de l'État et que nous arrivons à avoir un accord politique sur des réformes institutionnelles et que la règle des élections, la règle du jeu soit acceptée de tous, en ce moment,
nous allons réussir cette transition. Aux plus hautes autorités de la transition, je demande toujours de réaffirmer l'engagement. C'est un engagement patriotique, mais aussi c'est un engagement de travail, de fond, qui a déjà commencé et qui est en cours. Au reste du peuple malien, je demande une union sacrée. Une union sacrée autour de ce que nous voulons faire, autour de la vision du changement, la vision de la refondation, pour qu'on ait le consensus politique nécessaire autour des questions de réforme politique, institutionnelle, constitutionnelle, réorganisation territoriale, de gouvernance, d'éducation, de santé, pour qu'on ait cela ensemble. La décentralisation, bien sûr, pour qu'on voit tout cela ensemble dans le cadre des Assises nationales de la refondation, qu'on définisse justement le périmètre de ces réformes, des réformes qui se complètent, qui se tiennent, qui se parlent ensemble, et qu'on puisse planifier leur mise en œuvre au fur et à mesure du temps. Les priorités vont être dégagées pendant ce qui reste de la transition, le reste aussi va pouvoir continuer. Si on arrive à faire cette union sacrée, tout le reste va être facile. Et c'est nécessaire aujourd'hui, c'est vital aujourd'hui. Sans cela, on ne donne pas cher de ce qui reste de notre pays. Que Dieu nous en préserve. Prions pour qu'on s'entende sur l'essentiel et qu'on puisse avancer. La volonté est là, ça demande juste de l'accompagnement nécessaire.